Alors, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet de Gargantua de Rabelais. Donc, je vais commencer à la rentrée. Alors, il s'agit d'une vidéo, en fait, à partir du texte de Gargantua que je vais essayer de vous expliquer en vous montrant un petit peu comment lire et comprendre ce texte qui est particulièrement difficile. Vous retrouverez sur le reste de la chaîne des enregistrements, en fait, des différents chapitres. Donc, le principe, c'est d'écouter les chapitres en question et ensuite de reprendre éventuellement cette vidéo pour mieux les comprendre. Alors, on va commencer par le tout début. En fait, vous trouvez avant le prologue quelques petits vers au lecteur qui sont une sorte de petite dédicace que Rabelais fait à ses lecteurs. Alors, on va trouver en fait dans ces vers une citation qu'on va pouvoir apprendre parce que c'est la citation la plus célèbre quasiment de Rabelais. « Mieux vaut de rire que de larmes écrire, parce que rire est le propre de l'homme. » Alors évidemment, dans une perspective de bac où le parcours qui est rire et savoir pour Rabelais va être en question dans une dissertation, forcément c'est une citation qui est intéressante et qu'on peut noter d'ores et déjà dans dans votre petit livret de citations pour Rabelais. Alors on passe à la suite et on passe justement au prologue. Alors, le prologue, c'est important parce que finalement, ça donne le ton de l'œuvre. Il est une sorte de préface dans laquelle le narrateur va donner des conseils pour bien lire son livre. Et Rabelais va pas faire une chose différente de ce que font les autres auteurs. Il va vraiment nous donner des pistes pour bien comprendre son œuvre. Alors, il va falloir s'habituer parce que avec Rabelais, très souvent, on a un certain nombre de digressions. Donc, j'ai noté en fait sur mon texte en quelque sorte les mots importants du prologue qui vont vous donner le sens. Parce que si on prend le début, par exemple, buveur très illustre et vous, vérolé très précieux, car c'est à vous et à nul autre que sont dédiés mes écrits, vous voyez que déjà dès les deux premières lignes, on a une parenthèse et la moitié de la page, enfin de ces deux lignes, c'est de la digression de la part du narrateur. Alors, il commence ensuite vraiment son propos. Alcibiade, louant son précepteur Socrate, dit qu'il est semblable au Silène. Bon, alors j'ai enlevé tout ce qui n'est pas essentiel. Alors c'est important, mais ça ne vous sert pas à vraiment comprendre ce qu'il dit. Et il continue, les Silènes étaient jadis de petites boîtes. Il va faire une sorte d'analogie avec les petites boîtes des apothicaires. Et il continue son explication, mais au-dedans, on rangeait les drogues fines, et parce que c'est Rabelais, il adore ça, il fait ensuite toute une petite liste de drogues fines, parce qu'il adore faire des listes. Donc on continue, donc les silènes, c'était des petites boîtes, et il explique, il disait que Socrate était pareil donc à ces silènes, à ces petites boîtes, parce qu'en le voyant du dehors et en l'estimant par son apparence extérieure, vous n'en auriez pas donné une pelure d'oignon tellement il était laid de corps et de maintien risible. Il continue à propos de Socrate. Donc, première information, Alcibiade disait à propos de Socrate que globalement, si on le considérait de façon seulement son apparence extérieure, on n'aurait rien donné pour Socrate parce que vraiment, il était très très laid. Son aspect extérieur ne donnait pas plus envie que ça. Cependant, il explique aussi que Socrate était toujours plaisantant, toujours dissimulant son divin savoir. Donc il y a déjà quelque chose de cette idée que on a le rire, rire et savoir. Donc Socrate, c'était déjà quelqu'un qui riait beaucoup et qui dissimulait son savoir. Mais en ouvrant cette boîte, c'est toujours le propos d'Alcibiade qui serait rapporté, vous auriez trouvé au-dedans un entendement plus qu'humain, une force d'âme merveilleuse, un courage invincible, une sobriété sans pareille, un contentement assuré, une assurance parfaite, un mépris incroyable de tout ce pourquoi les hommes veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent tellement. Donc on a vraiment ici l'éloge de Socrate parce que c'est un personnage qui d'apparence extérieure ne paie pas de mine, justement, mais qui, à l'intérieur, fait montre d'un entendement plus qu'humain, d'une force d'âme merveilleuse, de courage, etc. Donc on a vraiment dans ce passage un éloge de Socrate. Alors Rabelais ensuite, le narrateur interpelle son lecteur et lui dit « À quel propos, à votre avis, tant ce prélude et coup d'essai ?» Mais pourquoi je vous cause de tout ça? Parce que vous, mes bons disciples, vous jugez trop facilement qu'il ne traite à l'intérieur que moquerie. C'est le titre, si on ne cherche pas plus loin, est communément reçu à la dérision et rigolade. C'est-à-dire que en lisant
le titre de mes livres, vous avez aussi l'impression, vous mes bons disciples, qu'il n'y a que des conneries à l'intérieur. Mais il ne faut pas juger si légèrement les œuvres des humains. Attention, lecteur, méfie-toi. Car vous-même vous dites que l'habit ne fait pas le moine. Là, il reprend une sorte de sagesse populaire. Il faut faire attention, l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est habillé comme un espagnol que c'est un espagnol, etc. C'est pourquoi, attention, autre citation qu'on va pouvoir utiliser et très facilement retenir, c'est pourquoi il faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui y est raconté. Donc là, vous avez déjà la démarche qui sera la vôtre, qui est donnée par Rabelais. Il va falloir ouvrir le livre et faire attention pour interpréter ce qu'il y aura à l'intérieur. Donc citation, pareil, à mettre sur votre carnet de citations. Je continue mon prologue. C'est-à-dire que les matières traitées ici ne sont pas si folâtres que le titre dessus le prétendait. Attention, je ne vais pas dire que des conneries. Mais il faut interpréter à plus haut sens ce que peut-être vous croyez dit impromptu. Il faudra peut-être faire beaucoup plus attention à ce qu'on pense être au départ une sorte d'improvisation. Il va faire ensuite une analogie un petit peu bizarre avec cette histoire de chien. Avez-vous vu un chien rencontrant quelque os à moelle? Bon, alors là, vous vous mettez dans la situation, ouais, un chien qui ronge un os. Vous avez pu noter avec quelle dévotion il le guette, avec quel soin il le garde, avec quelle ferveur il le tient, avec quelle prudence il l'entame, avec quel zèle il le brise et avec quelle diligence il le suce. Bah oui, vous n'avez qu'à regarder un chien avec un os, vous verrez tout ça. Quel bien demande-t-il? Rien plus qu'un peu de moelle. Il est vrai que ce peu est plus délicieux que le beaucoup de beaucoup d'autres choses parce que la moelle est un aliment élaboré jusqu'à la perfection de nature. Alors là, il prend son exemple avec le chien et il explique que le chien met tellement d'intérêt à manger son os parce que ce qu'il veut à l'intérieur, bah, c'est la moelle. D'accord, on parle bien des os à moelle. Et il explique que la moelle, bah, c'est ce qu'il y a de meilleur dans tout ce que crée la nature. C'est en quelque sorte le principe humain, le principe de la viande qu'il y a de meilleur. Il reprend Galien, puisqu'il ne faut pas oublier que Rabelais était médecin. Sur ce modèle, il vous convient d'être sage pour respirer, sentir et estimer ces beaux livres de haute valeur, légers à la chasse et hardis au combat. Eh bien, il faut faire exactement comme le chien avec la moelle. Il faut, par une étude curieuse et une méditation fréquente, rompre l'os et sucer la substantifique moelle. Encore une citation à apprendre. Eh bien, c'est la démarche même de l'apprentissage de ce que vous aurez à faire avec ce livre. Il faudra faire comme le chien, rechercher ce qui fait le profond intérêt de l'œuvre, avec une démarche patiente, comme le fait le chien avec l'os. Car vous trouverez en elle, dans cette lecture, c'est-à-dire un bien autre goût et une doctrine plus cachée qui vous révélera de très hautes arcanes et des mystères horrifiques, tant en ce qui concerne notre religion que l'état politique et la vie économique. Une lecture de l'œuvre va révéler un sens plus sérieux concernant la politique, la religion, l'économie. Il continue ensuite en se demandant, croyez-vous un article de foi qu'Homère ait jamais pensé aux allégories qui ont tarabiscoté plus tard qu'Héraclite, Dupont, etc. Ça, c'est une question qu'on se pose souvent quand on est élève. Est-ce que vous pensez vraiment que Homère, quand il a écrit l'Iliade et l'Odyssée, a pensé à toutes ces allégories, à toutes ces figures de style que vont trouver ensuite tous ceux qui vont le commenter? Est-ce que Ovide, en écrivant les Métamorphoses, a rêvé des sacrements de l'Évangile, comme le dit un certain frère Lubin, et là il n'hésite pas à mettre une petite cartouche quand même pour l'Église, et surtout pour la scolastique. Et il se pose cette question. Alors, généralement, c'est quand même c'est la base de l'analyse littéraire, entre guillemets. Il dit quand même, et si vous ne le croyez pas, qu'Homère ait pensé à tout ça, pourquoi néanmoins n'en ferez-vous pas autant à ces joyeuses et nouvelles chroniques? Pourquoi est-ce que vous n'analyseriez pas ces chroniques avec autant d'intérêt éventuellement qu'Homère et son Odyssée ou son Iliade? Et cependant, il fait quelque chose d'assez bizarre. Quoi qu'en les dictant, bon, même si c'est vrai que j'ai pas été aussi ascétique qu'Homère, enfin, j'ai pas été peut-être aussi sérieux, j'ai fait ça pendant que je mangeais et que je buvais. Je n'y ai consacré que le temps de manger et de boire. Donc voici ce qu'il va dire ensuite. Alors, il reprend ensuite cette histoire de l'huile et du vin. Aussi est-ce la bonne heure pour écrire de ces hautes matières et sciences profondes, comme savait bien le faire Homère, modèle de tous les philologues, et Ennius, père des poètes latins, comme témoigne Horace, quoiqu'un malotru en ait dit que ses vers sentaient plus le vin que l'huile, c'est-à-dire que Horace a eu une vie débauchée, si l'on peut dire.
Et la petite réponse de Rabelais à ses détracteurs, autant on a dit un turlupin de mes livres, mais je lui dis merde, ça c'est une cartouche, s'il fait plaisir. Donc il explique que c'est quand même beaucoup plus sympa de sentir le vin que l'huile. Il prend Démosthène qui était un grognon selon lui. Donc Démosthène, hein, c'est un grand orateur athénien, auteur des Philippiques contre Philippe de Macédoine. Bon voilà, Rabelais connaît tout ça évidemment. Et il explique que lui quand même ce qui compte c'est quand même la gaieté. C'est ça qui va être important. Donc, autant que vous pourrez, considérez-moi toujours comme joyeux. Il termine là-dessus. Et enfin, il fait une sorte de petite adresse, une petite interpellation du lecteur qui doit prendre du plaisir à la lecture. Or, esbaudissez-vous, mes amours, et lisez gaiement le reste. Buvez à ma santé et faites-vous plaisir en lisant mon œuvre. Voilà le message du prologue. Donc, on voit qu'on est sur quelque chose véritablement qui va guider la lecture, qui va donner le ton de ce qu'on va avoir ensuite.